Bien, ben merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est donc de vous présenter ce webinaire qu'on organise comment, avec l'IFV et VitiRev, hein. C'est une prolongation du projet Arubvico sur lequel on travaille ensemble. Alors, on a fait un webinaire il y a 15 jours assez similaire en grande culture avec Terrinovia, qui est l'Institut technique agricole dédié aux oléopros. Et donc, comment il nous a semblé aussi intéressant d'en faire un qui soit plus dédié, plus particulièrement dédié à la viticulture et pour vous présenter quelles étaient en fait, les suites qu'on imagine pouvoir donner aux travaux actuels dans le cadre de l'AMI PRAM. Alors, PRAM, ça veut dire prise de risque amont-aval et massification de la réduction des usages phytosanitaires. Et alors, pour vous en parler, on va être quatre en fait, intervenants. Donc, le premier, j'ai un problème de... Je n'arrive pas à faire avancer mon diaporama. Ah, voilà. Donc, la première intervenante, c'est Florence Alieri, qui est adjointe au chef de bureau à l'appui des politiques incitatives à DGAL, donc au ministère de l'Agriculture, et qui supervise comment cette AMI. Alors l'AMI, il est porté par BPI France, elle pourra peut-être nous expliquer quelle est l'architecture. Ensuite, il y a Marc Rénal, hein, qui est animateur de l'UMT 7 et à l'IFV et l'INRAE, et qui est chef du projet Vico. Ambre Nelet, qui est coordinatrice Vitirev, qui est référente vin et spiritueux à la région Nouvelle-Aquitaine. Et moi-même, Luc Boucher, je suis président, cofondateur de Diagorisque, hein. En fait, c'est une start-up qui fait de la modélisation et qui développe des outils de gestion de risque en agriculture. Je vais tout de suite passer la parole à Florence Alieri. Alors, en avant, on va rappeler quand même les objectifs de ce webinaire. Hein, l'idée, ça va être de rappeler les attendus de PRAM. Ensuite, on verra comment on peut articuler une couverture de pertes exceptionnelles avec l'accompagnement technique et une incitation financière. Les enseignements qu'on tire des projets APREM qui a été développé dans le cadre de VitiRev et à Rubvico, et voir comment on peut les décliner. La région Nouvelle-Aquitaine en Brunelay va nous présenter quelles sont les ambitions en fait de la région autour de ces questions. Et puis, on pourra revenir sur la proposition qu'on vous fait et on essaiera de répondre à vos questions. Donc, que vous pouvez transmettre dans le cadre, via le chat. Et à la fin, ben, l'idée, c'est bien de voir comment on peut identifier les opérateurs qui pourraient être intéressés pour répondre à cette AMI et dans quel cadre on peut envisager de monter des consortia. Voilà. Donc, Madame Valérie, je vous propose de nous présenter les attendus. Alors, bonjour. Alors, je n'arrive pas à rallumer ma caméra. On me dit que ça a été bloqué Ah, par, allez. par l'organisateur. Ah voilà, c'est bon. Ok. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous, hein. Donc, je suis Florence Ayri. Je travaille au ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, hein, comme l'a indiqué Luc Boucher. À la DGAL. Donc, c'est cette direction qui est chargée d'assurer le pilotage du dispositif PRAM, en lien, bien entendu, hein, avec les services Premier ministre, donc SGPE, secrétariat général à la planification écologique et puis secrétariat général pour l'investissement, avec les autres directions du ministère, hein, de l'Agriculture, et puis avec d'autres ministères qui sont impliqués, hein, dont l'environnement, la recherche et l'industrie. Et comme ça a été indiqué, ce dispositif est opéré par BPI France, hein, c'est-à-dire que c'est BPI qui assure toute la gestion du dispositif par la suite. Alors, quelques éléments de contexte peut-être sur ce dispositif, hein, qui est quand même nouveau, assez original dans sa conception. Hein, alors, vous redonnez des éléments de contexte. Donc, l'idée, elle est venue d'où en fait? C'est au moment où toute
toutes les discussions ont eu lieu pour élaborer la stratégie Ecophyto, que cette thématique a émergé, hein. Donc cette stratégie, comme vous le savez, elle est sortie au mois de mai dernier. Elle a été construite, hein, avec pas mal de ministères sous l'égide du SGPE. Et puis, elle a également associé pas mal de partenaires, hein, que ce soit publics, des partenaires publics, les collectivités, des établissements publics, tout le monde professionnel agricole, des associations, des instituts scientifiques, etc. Et dans ce cadre-là, et là, vous pouvez passer à la diapo suivante, c'est dans ce cadre-là qu'a émergé la nécessité, alors ça passe pas, voilà, merci. C'est dans ce cadre-là, hein, qu'a émergé la nécessité de renforcer un accompagnement pour avoir un dispositif qui puisse être centré sur l'accompagnement pour massifier des pratiques alternatives pour réduire les phytos, hein, et notamment en accompagnant la prise de risque, d'où l'émergence de ce dispositif. Alors, revenir encore sur plus précisément, hein, les points, hein, qui ont été examinés et qui ont abouti à mettre en place ce dispositif. Bah, le premier constat, hein, c'était que la massification des pratiques ne se fait pas, et ça, c'était un constat qui a été assez largement partagé, hein, dans le cadre de l'élaboration de la stratégie. Alors, pour des raisons très diverses, hein, les premières, c'est que il pouvait manquer de références, hein, sur ces pratiques alternatives. S'il y avait des références, elles ne sont pas toujours connues, pas toujours partagées. Il peut y avoir des difficultés d'appropriation avec des manques de formation notamment. Des raisons économiques, hein, qui ont émergé également, hein, notamment parce qu'il n'y a pas de couverture du risque suffisamment garantie. Besoin d'avoir des innovations pour construire de nouveaux modèles économiques également. Et puis, il avait également été pointé les différences de temps qu'il pouvait y avoir entre la durée des projets pour développer de telles pratiques et les financements publics qui peuvent être accordés sur des durées souvent plus courtes. Le deuxième grand point, c'était la nécessité de pouvoir mettre en place, hein, en plein champ, des combinatoires de leviers, hein, puisque très souvent, il y a des leviers individuels, hein, qui peuvent être testés, mais beaucoup plus rarement des combinatoires. Et puis enfin, l'idée de pouvoir opérer des changements à l'échelle territoriale qui convient, hein, notamment avec une bonne cohérence sur le plan pédoclimatique, et puis de pouvoir entraîner, en fait, hein, avoir un effet tache d'huile sur les territoires. Alors, je vais enfin passer pour vous dire qu'est-ce qu'il y a dans ce dispositif. Alors, vous dire également que ce dispositif, il va en fait se mettre en place en 2 temps. Un premier temps avec un appel à manifestation d'intérêt, donc qui a été ouvert au mois de juillet et qui sera clôturé fin novembre, qui va viser à recueillir les besoins, notamment, hein, des acteurs pour mettre en place ce type de projet, et puis calibrer un appel à projet qui puisse répondre à ces besoins, donc dans un deuxième temps, qui sera, lui, doté d'un budget, hein, alors que, pour information, hein, l'AMI, dans un premier temps là, n'est pas doté de budget. Alors, qu'est-ce que c'est que les projets PRAM? Alors, l'idée, c'est bien que ce soit des opérateurs économiques qui sont en lien direct avec des agriculteurs, hein, donc des coopératives notamment, hein, mais ça peut être également des entreprises de l'aval qui ont des contrats avec des producteurs, ou bien des organisations de producteurs qui, elles, ont des débouchés contractualisés. L'idée, c'est bien que ce soit l'opérateur qui est au milieu de la filière qui porte le projet, qui arrive à entraîner dans ce projet un certain nombre d'exploitations, on verra le plus possible, bien entendu, pour mettre en place des itinéraires de culture qui vont impliquer des combinatoires, hein, donc ce n'est pas un levier, hein. L'idée, c'est bien de mettre en place des combinatoires de leviers qui peuvent être variables, hein. Là, la diapo vous en cite quand même un certain nombre, hein. Ça peut être des nouvelles variétés, de la robotisation, des produits de biocontrôle, des techniques de travail du sol, des biointrants. Ça peut être très variable. Et l'idée, c'est que ces combinatoires puissent être
mise en place avec un nombre restreint, pourquoi pas, d'exploitations dans un premier temps, et que le projet vise vraiment à les massifier en mettant en place forcément, et ça c'est bien prévu dans l'AMI, un dispositif de collecte des données. Hein, donc, c'est définir des indicateurs et puis mettre en place tout le dispositif qui vont permettre de les récolter et de les diffuser ensuite. Et puis, ces projets, ils doivent également associer un certain nombre d'acteurs. Alors, certains sont plutôt obligatoires, hein, et c'est indiqué dans l'AMI, d'autres, c'est plutôt optionnel. Donc, en termes de partenariat obligatoire, il y a notamment auprès du chef de file, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, un autre acteur de l'aval, hein, qui doit notamment être un autre maillon de la filière, hein, ceci pour pouvoir assurer notamment de la contractualisation tripartite. L'autre acteur obligatoire dans le projet, c'est le tiers de confiance, qui peut être un institut, un organisme de recherche, une chambre d'agriculture, de l'enseignement supérieur. L'idée, c'est que ce tiers de confiance va permettre de garantir déjà la solidité de la combinatoire qui est mise en place, et puis va pouvoir également assurer l'acquisition des références et pourquoi pas les diffuser ensuite. Ensuite, il peut y avoir d'autres acteurs, hein, et le plus large possible si on veut que le projet soit vraiment bien systémique, notamment des acteurs qui proposent des solutions alternatives, hein, des acteurs de contrôle par exemple, des acteurs du monde assurantiel, hein, puisqu'il est possible dans le cadre du projet de mettre en place des dispositifs expérimentaux d'assurance, de la formation, des acteurs de la formation et du conseil, bien entendu, hein, qui vont contribuer à la fois à diffuser, hein, et accompagner les producteurs à mettre en place les combinatoires avec le tiers de confiance, et puis faire de la formation et accompagner les agriculteurs de façon générale. Le but étant à terme, bien entendu, d'avoir une transition agroécologique massifiée avec une réduction des usages de produits phytopharmaceutiques. Alors, là, le schéma il est très complet. Juste sur la diapo d'après, je vous ai repris les 6 volets qui figurent dans l'appel à manifestation d'intérêt, hein, dans lesquels doivent s'inscrire les projets. Alors, pas forcément dans les 6, mais en tout cas, dans le plus possible en les combinant. Donc, un volet sur l'accompagnement de la prise de risque, hein, et donc là, ça peut être de l'innovation contractuelle, de l'innovation assurantielle, hein. L'idée, c'est bien de construire de nouveaux modèles économiques. Un accompagnement sur le temps de la transition, hein, et les projets peuvent avoir une durée de 3 à 7 ans. Hein. L'idée, c'est bien d'accompagner le projet dans toute sa durée jusqu'à la valorisation des références qui seront acquises. Avoir un déploiement ambitieux, hein, donc l'idée, c'est qu'il y ait vraiment un nombre de producteurs engagés qui soit significatif. Et là également, c'est sur la durée du projet, hein. L'idée, ça peut être de partir avec des pionniers et puis de massifier ensuite. Un axe qui nous semble majeur, hein, donc, c'est l'accompagnement et la formation des acteurs. Alors, à minima, bien sûr, les agriculteurs qui seront embarqués dans le projet, mais également la formation des techniciens, des conseillers peut être envisagée. Il y a le volet dont je vous ai parlé sur tout ce qui est production de références sur les combinatoires, hein, parce que ça, c'est aussi un axe. Le projet doit conduire à produire de la référence, hein, donc en définissant bien sûr au préalable des indicateurs, le dispositif pour les collecter, puis le dispositif pour les valoriser et les diffuser. Et puis enfin, il a été ajouté un 6e volet, c'est un soutien possible aux entreprises proposant des solutions alternatives aux produits phytosanitaires. Et donc là, c'est donc des acteurs, hein, qui peuvent être embarqués dans le projet. Alors, en dernière diapo, parce que je crois qu'il faut que j'aille assez vite, voilà, juste là, c'est le calendrier, hein, qu'on vous rappelle. Donc, la clôture de l'AMI le 29 novembre. Ensuite, les projets ils vont être recensés, examinés, hein. L'idée de l'AMI, c'est aussi d'accompagner les porteurs de projets. Pourquoi pas les mettre en relation, hein, parce que il peut y avoir des besoins, hein, de massifier justement des projets qui seraient un peu petits, hein, et de pouvoir les mettre en lien pour faire des choses qui pourraient être plus importantes. Et puis ensuite, d'élaborer le cahier des charges, comme je vous l'ai dit, d'un appel à projet qui sera lancé. Alors là, on a mis au plus tard en mai
2025, puisque c'est inscrit comme ça dans l'appel à manifestation d'intérêt, sachant qu'on a quand même pour objectif d'essayer de le lancer au plus vite en début d'année 2025. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire en 5-10 minutes. Alors pour information, nous avons fait un webinaire hier, avec BPI, où on a eu une présentation plus large, il y avait plus de diapos que ça, il y a eu des questions-réponses. Le replay est disponible. Alors je ne crois pas que BPI l'ait encore mis en ligne, mais on peut vous l'envoyer et puis donc vous pouvez le diffuser, comme vous le souhaitez. Oui, Voilà. ben, Et merci beaucoup. voilà, et pour ma Bah part, oui, donc je m'en excuse, je ne peux pas rester pour le webinaire parce que je vais enchaîner sur une autre réunion. Mais je vous souhaite un bon webinaire et puis on reste à disposition, pour répondre à des questions qui pourraient, survenir pendant le webinaire. très bien, ben, merci beaucoup. Puis ben, on vous fera remonter effectivement les questions qui pourraient vous concerner. Et pour les personnes qui souhaitent avoir des compléments, je pense qu'effectivement, ça sera intéressant d'aller voir le replay du webinaire qui a été organisé hier, parce qu'il y a pas mal d'informations déjà sur ce qu'on peut envisager ou pas. Voilà, tout à Ouais, fait. voilà. Eh bien, bon webinaire. Ben, Au revoir. merci, à bientôt. Au revoir. Alors, pour poursuivre, comme vous l'avez entendu, on parle de combinatoire, hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la combinatoire? Voilà. Donc là, nous, on a essayé d'en donner une première traduction pour voir ce qu'il en est et quelle est la place qu'on pourrait donner à l'assurance ou à des dispositifs de couverture du risque. Donc cette combinatoire, elle a, de notre point de vue, quatre composantes, plus une. La composante supplémentaire, c'est la recherche-innovation. Et sinon, dans l'application du projet, il nous semble qu'il faut avoir un volet qui porte sur la formation, sur l'accompagnement, sur l'incitation et sur l'assurance. Alors, la formation et l'accompagnement, ça va avoir pour vocation de prévenir et d'essayer de limiter le risque. Comment ça se traduit? Alors, de façon classique, ça va accompagner l'apprentissage et la promotion du dispositif et des solutions qu'il comprendra. Ensuite, au niveau de l'accompagnement, il s'agit de mettre en place des alertes, des correctifs précoces, de proposer des ajustements techniques et puis de mettre en place progressivement un calibrage un peu en continu du système. Au niveau des incitations, ces incitations, elles ont pour objet de couvrir ce qui est souvent mis en avant, c'est-à-dire qu'il y a une baisse des performances et des surcoûts récurrents qui peuvent apparaître avec ces nouvelles pratiques. Et donc, ces incitations, elles vont permettre de les couvrir et puis de valoriser les efforts du viticulteur pour progresser et mettre en place ces nouvelles pratiques. Et puis le dernier aspect qui est plus original, c'est l'assurance. L'assurance avec un objet qui doit être clairement défini, qui est de couvrir en fait des pertes exceptionnelles, et puis aussi de couvrir des inconnus, des surprises, alors plutôt des mauvaises surprises puisqu'elles vont engendrer des pertes qu'on peut avoir sur la mise en place de ces dispositions et de façon en fait à avoir du moins un schéma assez équilibré où on va couvrir des pertes récurrentes plutôt par des incitations et puis des pertes exceptionnelles par un complément à l'occasion en cas de besoin. Alors, ce schéma, et puis alors, dernier volet, c'est un volet recherche-innovation, parce qu'on a encore besoin de progresser en termes de connaissances et d'outils, de façon à pouvoir notamment mieux évaluer le risque. En termes de déclinaison, alors ce schéma, il vient suite aux enseignements qu'on a pu tirer des projets en cours. Et donc, je laisse la parole à Marc, Marc Rénal, qui Ouais. va vous présenter en fait les grands, succinctement, mais les grands enseignements qu'on tire des expériences acquises. Oui.
Eh bien, bonjour à toutes et tous. Oui, donc un petit retour rapide d'expérience là sur le projet APREM, Assurance perte de récolte contre les maladies, que l'on a conduit dans le cadre du projet VitiREV avec la région Nouvelle-Aquitaine, là sur 2019-2023. Donc, on a démarré les premières expérimentations avant même le lancement officiel de VitiREV, notamment sur la campagne 2019. Alors, les objectifs que nous avait fixés la région, c'était d'expérimenter donc un itinéraire de protection bas intrant en conditions réelles de production. Et donc, on l'a fait sur 2 caves coopératives, et là aussi, beaucoup à l'initiative et à l'impulsion de la cave de Buzet au départ. Et donc, on a expérimenté sur 30 puis 80 hectares sur Buzet. Et puis également avec la cave de Tutiac, donc elle située en Nord-Gironde, sur une trentaine d'hectares. Voilà. L'objectif, donc, c'était de proposer une couverture assurantielle qui favorise cette prise de risque et la transition agroécologique. Et ça, on a pu le faire grâce à l'appui et le partenariat de Groupama, qui s'est impliqué dans la démarche et qui a proposé, d'abord un petit peu en aveugle, à la première année, un niveau de couverture. Et puis ensuite, on a commencé à transférer des données à Groupama pour leur permettre de faire une proposition un petit peu plus ciblée sur une évaluation plus précise des risques que représentaient ces transitions. Voilà. Et l'objectif de cette expérimentation, c'était d'identifier les prérequis techniques, socio-économiques pour permettre une diffusion plus large de cette approche. Alors, si on peut passer sur la diapo suivante. Hop. Voilà. Donc voilà, je m'appuie toujours sur cette diapositive, sur des travaux faits par mon collègue Alexandre Davy en 2018 et qui ont été confirmés par les collègues Chambre d'agriculture plus récemment, là, en 2023, et qui permettent de bien dresser en fait le contexte pour la production viticole. Alors peut-être pas dans son ensemble, mais enfin en tout cas ça fixe des ordres de grandeur auxquels on n'est pas trop habitué. Voilà, donc le constat, c'est que pour un viticulteur, l'objectif d'une bonne efficacité à court terme, par rapport au compte d'exploitation, c'est-à-dire sans prendre en compte les effets négatifs des produits phytosanitaires sur des longues périodes, ben, voilà, le constat, c'est que la protection sanitaire, la protection phytosanitaire, c'est l'assurance la plus efficace et la moins chère. Voilà. En se basant sur les comptes des centres de gestion, sur une exploitation familiale d'une vingtaine d'hectares en Bordeaux, AOC, voilà, ben le prix de revient de production d'un litre de vin, c'est à peu près 1,40 € par litre. Et ramené à la bouteille, avec les frais d'embouteillage, de packaging marketing, on est à peu près à 3 euros. Et dans ce prix de bouteille, la protection phyto, ça représente voilà, 11-12 centimes. Voilà, c'est 4 à 8% du prix de production. Et sur ce 12 centimes, il y a à peu près la moitié qui est liée à la main-d'œuvre et à la mécanisation, donc chauffeur, tracteur, pulvérisateur, et puis 6 centimes de produits phytosanitaires. Voilà, donc les objectifs du plan Ecophyto dressent une ligne qui est assez ténue. En fait, on va proposer d'économiser 3 à 6 centimes de produits phyto et de mécanisation. Et avec ça, ça s'accompagne d'un risque de perdre la moitié ou la totalité de la bouteille. Donc, quand on évoque souvent les aspects résistance au changement de la profession, pour moi, c'est tout simplement du bon sens. C'est un système de production qui s'est construit comme ça depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale, avec le développement de l'industrie chimique. Et évidemment, ça ne prend pas en compte ce faible coût de la protection, ne prend pas en compte les coûts cachés de santé humaine et santé environnementale qui reviennent maintenant, qui nous reviennent un peu comme un boomerang en pleine figure. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est sur cet équilibre qui est assez instable de cette transition agroécologique qui est souhaitée par les pouvoirs publics et une profession qui est très ostracisée sur les pratiques. Et donc, ben, ça a conduit aux événements de début d'année 2024 avec des manifestations un petit peu dans les campagnes. Voilà, donc
parallèlement, ça a été dit, on a un échec hein, des plans éco-phyto par rapport à cet objectif de réduction de 50% de la consommation globale. Et bon, maintenant, pour nous, la conviction est faite que l'accompagnement est indispensable pour pouvoir, comment dire, ces objectifs techniques, les massifier et aller réellement vers cet objectif de réduction des intrants phyto. Et c'est d'ailleurs les objectifs de l'UMT7 que je coordonnais là jusqu'à ce début d'année 2024. Voilà, diapo suivante. Donc, dans l'expérimentation, on a proposé d'assembler un petit peu tous les éléments qui ont été développés à l'IFV pour raisonner les intrants phytosanitaires. Donc, on s'appuie en haut de la diapositive. Donc, d'abord, le système expert là, dédié à l'assurance, on l'a baptisé le PTA, le processus de traitement assurable, hein, et donc qui combine un petit peu tous les OAD qu'on a développés au niveau de l'IFV depuis une trentaine d'années. Donc le premier niveau, c'est le système d'information géographique Épicure, qui va rassembler les données météorologiques. Donc on s'appuie sur des données météo France tous les kilomètres. Ces données météo servent à alimenter les modèles de prévision de risques épidémiques. Donc là, on a beaucoup travaillé avec les modèles potentiels systèmes développés par Serge Strizik. Et ce qui va nous intéresser là dans les approches, c'est les modèles Mildiou, Idiom et Blackrot, donc maladies cryptogamiques, qui représentent 80% des intrants IFT sur la vigne. Ces modèles donc, nous permettent de décliner un module qu'on a développé dans le milieu des années 90 qui s'appelle Optidose, qui va s'appuyer sur le fait que l'homologation est une dose maximale à appliquer et qui répond à des critères épidémiques très très forts. Et dans la nature, fort heureusement, on n'est pas toujours dans des pressions épidémiques très très fortes. Donc on a un petit peu décliné pour la vigne les notions de posologie, de médecine humaine, c'est-à-dire on va appliquer la pleine dose quand on est sur un risque épidémique majeur et une très forte sensibilité. Et par contre, si on est sur des risques épidémiques moyens ou faibles, eh ben, on va réduire ces doses. Et puis, on regroupe aussi dans Épicure tous les observatoires, donc sur les réseaux de témoins non traités, avec des suivis chaque semaine qui nous permettent de constituer une base historique de développement des maladies. Et bon, les collègues de l'assurance s'appuient sur ces données justement pour évaluer les occurrences de risques en lien avec le climat. Et puis, on s'appuie aussi donc, sur les parcelles suivies dans le cadre de la surveillance biologique du territoire. À partir de tous ces outils, mon collègue Alexandre Davy a développé un système expert, donc DESITRET, hein, qui va, à partir de ces informations d'analyse de risque, proposer une stratégie. Et donc là, c'est déjà une première interprétation de toutes ces données. Et donc, le système expert se présente sous forme d'un tableur qui va indiquer, d'après nos connaissances épidémiologiques, les moments où les traitements sont nécessaires. Voilà. Et puis, ce système DESITRET donc, commence à être commercialisé depuis quelques années et proposé donc, à la profession. Et comme l'objectif de la région était vraiment d'aller vers une réduction drastique des IFT, des indices de fréquence de traitement, on a rajouté des prises de risque et des règles de décision qui sont spécifiques donc, au projet assurance. Donc, c'est illustré ici. Il y a un module qui est un petit peu pour mémoire à gauche, c'est EcoPulvé, c'est-à-dire qu'on a à l'IFV un outil de diagnostic de la performance pulvérisateur. Et en fonction de cette performance et des pourcentages de doses que nous préconise Optidose, on peut réduire encore cette dose pour les appareils les plus performants. On a mis dans le processus donc, les règles de décision de premier traitement et de dernier traitement. Premier traitement, on va le voir après. Et puis des règles aussi sur l'application ou non de produits de biocontrôle qu'on va essayer d'éviter de positionner sur les périodes de forte sensibilité et de risque fort. Et puis une petite règle qu'on a baptisée IFT max égale 1, qui vient simplement du constat que les risques mildiou et oïdium sont quasiment inversement proportionnels. Et donc, quand on a un risque mildiou qui est fort et un risque oïdium qui est faible, la dose qu'on va proposer pour l'oïdium est écrétée pour ne pas dépasser un IFT de 1 à chaque intervention. Par exemple, donc, si on doit appliquer une dose mildiou à 70% et une dose oïdium à 40%, ça fait un IFT de 1,1.
Et au lieu d'appliquer 40% de la dose anti-oïdium, on va la réduire à 30%, ce qui a donné de bons résultats. Donc, à partir de toutes ces informations, elles sont transmises donc, au poste de chef de culture. Et dans le cadre de l'expérimentation, on a fait des points techniques hebdomadaires très réguliers pour évaluer ensemble la situation donnée par ces outils et les relevés de terrain. Diapositive suivante. Donc là, c'est juste une illustration. Donc, Optidos, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour un point, on va dire, particulier dans la stratégie, c'est cette règle de décision du premier traitement. Par exemple, donc, il va être positionné en fonction du risque mildiou. Donc, on a symbolisé le risque mildiou en 4 couleurs, hein, du vert, jaune, orange, rouge pour des risques croissants. Et en fait, donc, quand on est sur un risque rouge, c'est-à-dire que la modélisation va nous indiquer un risque épidémique majeur, eh bien, on déclenche le premier traitement en suivant l'indication de l'OAD décitrate, c'est-à-dire on n'attend pas l'expression des symptômes sur le terrain. Et par contre, donc, sur un risque un petit peu plus faible, on va, même si décitrate indique qu'il faut traiter, on va retarder le traitement jusqu'à l'apparition des premiers symptômes mentionnés sur les réseaux de surveillance régionaux, donc surveillance biologique du territoire, BSV. Risque encore plus faible, jaune, eh ben, on attend que les premiers symptômes soient observés sur le secteur de l'expérimentation de la cave coopérative. Et risque très faible, vert, on attend les premiers symptômes sur le site expérimental. Voilà. Diapo suivante. Voilà, donc pour dresser un bilan de l'état des lieux où on en est après 4 années d'expérimentation sous couverture assurance, on a, avec le PTA, permis d'avoir une réduction significative de l'ordre de 30 à 50% hein, des IFT, mais c'est un exercice qui est assez risqué. Oui, juste ce que je voulais ajouter aussi, c'est que notamment dans la cave de Buzet, les collègues avaient déjà fait une démarche de réduction des intrants phytosanitaires et avaient le sentiment de plus trop pouvoir progresser. Et Karine, qui est présente avec nous, là, avait évoqué le fait que avec ces règles de décision, on était allé plus loin dans la diminution des IFT. Donc, c'est quand même risqué et on a, entre guillemets, réussi l'exploit d'obtenir de bonnes réductions d'IFT sur des années de pression moyenne à forte, 2019, 20, 21, et 2022, qui était une année réputée facile sur la Nouvelle-Aquitaine, mais pas forcément partout, puisque sur la cave de Buzet, il y a quand même eu des attaques. Là, on a eu des dérapages difficilement contrôlés et on a perdu une bonne douzaine d'hectares avec des niveaux d'attaque très, très forts sur le merlot. Voilà. Donc, nos conclusions, c'est que cette notion de partage du risque, c'est un levier qui est maintenant indispensable hein, si on veut vraiment réduire les phytos. Et il nous semble absolument nécessaire d'avoir le soutien des pouvoirs publics pour accompagner cela de la même manière que c'est fait pour les assurances multirisques climatiques. Voilà, donc on l'a dit, équilibre technique fragile. Il y a des connaissances épidémiologiques qui ne sont pas encore complètes. Luc l'a évoqué. L'échec qu'on a eu en 2022, l'identifie sur des notions de seuil de pluie qui déclenchent ou qui ne déclenchent pas des contaminations. Et puis, il y a des parcelles sensibles aussi qu'il faut contrôler de manière un petit peu plus spécifique avec des protocoles particuliers. Avant-dernier point, sur le plan numérique, on doit améliorer les outils pour augmenter la confiance entre l'assureur et l'assuré, assurer une bonne traçabilité de toutes les opérations en temps réel, voilà, qui permettent à l'assureur d'accompagner ce risque. Et puis, tout ça doit nous pousser à conduire la création de bases de données pour relier toutes les informations, en fait, depuis la donnée météorologique jusqu'aux données de rendement, pour permettre d'implémenter les systèmes et les connaissances et de faire évoluer tous ces systèmes. Voilà, je m'arrête là et redonne la parole à Luc pour poursuivre. Très bien, ben merci. Donc nous, justement, on travaille en ce moment dans le cadre du projet Arubico pour voir comment on peut mieux évaluer le risque. Et là, on vous présente un petit peu l'avancée des travaux où il s'agit effectivement de compléter en fait les outils qui sont disponibles.
Et comment on peut les compléter? On peut les compléter dans le cas présent en essayant de prévoir la date d'apparition des premières infestations. Donc, on a pris une séquence qui nous semble intéressante, qu'on vous illustre, qui est les années 2013, 14, 15, 16. Pourquoi? Parce qu'on a des choses assez variées. On a une année où il n'y avait pas de risque, une année 2015 en jaune, où on a eu une attaque très précoce et qui a été assez radicale. La même chose en 2014. Et par contre, en 2013, on voyait qu'on avait un spectre d'incertitude qui était beaucoup plus important. Et ce qui pose, ce qui doit nous amener en fait à voir comment on peut mieux apprécier en fait cette incertitude pour pouvoir mieux la gérer. Sur ces bases d'éléments, on peut traduire ça en rendement pour calculer les impacts qu'on peut affecter à des aléas climatiques d'une part, aux maladies d'autre part. Je ne vous le présente pas parce qu'on n'a pas trop de temps, mais et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traduire ça en calendrier de traitement, hein, où on va pouvoir positionner justement différentes périodes avec des niveaux de risque de non-traitement qui sont croissants, hein. Et on distingue donc trois niveaux: une période de vigilance qui est la plus claire, hein, où comment on a un risque de non-traitement qui semble très limité. Ensuite, une période d'alerte où on va avoir un risque qui est limité, mais qui commence à être manifeste. Et puis, une période de traitement où le traitement est quasi obligatoire parce qu'on a un risque très important. Donc là, c'est l'exemple de l'année 2015. Et puis en 2023, vous voyez qu'on on est sur un décalage, puisqu'on est sur un démarrage de la période de vigilance qui est beaucoup plus tardif. On est à peu près début juin. Et par contre, on a toute une forte présence de milieu et donc de traitement sur quasiment tout le mois de juillet et le mois de juillet. Donc ça, ces outils, ils vont permettre en fait d'identifier les périodes sur lesquelles on n'est pas forcément obligé de traiter, et donc d'essayer d'éliminer en fait les traitements qui s'avéreraient inutiles. Alors, ça nous amène ensuite à envisager d'avoir un dispositif avec deux niveaux d'engagement. Un premier niveau où il s'agirait d'optimiser, d'économiser sur les traitements et puis de progresser dans la gestion du risque milieu et l'usage des usages phytosanitaires, avec notamment un objectif de suppression des traitements inutiles. Et puis, un deuxième niveau, plus exigeant, où on va s'engager sur une réduction plus poussée, mais sécurisée, en se limitant en fait au seul traitement indispensable. Voilà. Et ça, comment c'est rendu possible? Ça serait rendu possible grâce à une assurance qui couplerait le risque climatique et sanitaire et à la mobilisation de tous les leviers techniques et agronomiques qu'on peut envisager. Alors, cette assurance, pourquoi elle couplerait le risque climatique et sanitaire? C'est parce qu'en fait, à ce stade, il semble assez difficile de distinguer les deux niveaux de façon opérationnelle, du moins les deux causes de façon opérationnelle. Et donc, c'est une piste qui est la piste privilégiée pour l'instant. Voilà un petit peu pour les premiers niveaux d'engagement. Je laisse maintenant la parole à Ambre Nellet pour nous présenter en fait les ambitions de la région de Nouvelle-Aquitaine sur ces différents aspects. Oui, bonjour. J'ai également mon collègue Jean-Paul Chiron de la délégation numérique qui est avec moi, parce que vous avez vu les questions aussi de métrologie sont prégnantes, quand voilà, Madame Valérie en a parlé. Et dès qu'on parle de massification, évidemment, à un moment ou à un autre, il y a la question des données. Voilà. Donc, alors, pour rappeler, alors, je viens aujourd'hui plus en tant que collectif ITIREF que région Nouvelle-Aquitaine, parce que vous l'aurez compris, dans le cadre de l'appel à projet PRAM, les collectivités ne sont pas partie prenante, en tout cas ne sont pas voilà, membres de ceux qui vont déposer un dossier. Néanmoins, voilà, région Nouvelle-Aquitaine, donc merveilleuse région, la plus grande
de France, bon, en surface. On a des vignobles sur 10 des 12 départements qui la composent. Donc, on va aussi bien du Pays Basque jusqu'au nord de Poitiers, et bien sûr avec 2 bassins très importants que sont Cognac et Bordeaux. Donc, notre région compte 6 millions d'habitants. Pour 6 millions d'habitants, on a environ 200 000 hectares de vignes qu'on va évidemment réajuster à l'issue des campagnes malheureuses d'arrachage. Mais ça reste quand même un moteur économique très important pour notre filière. C'est aussi donc un secteur d'activité voilà, qui subit des aléas, comme d'autres secteurs d'activité, comme l'aéronautique spatiale défense, on l'entend régulièrement dans les informations. Aujourd'hui, on a quand même 33 000 emplois directs concernés par la viticulture. Donc ça, c'est rien que vraiment le cœur de filière, hein, viticulture et, industrie de boissons, c'est 17 800 établissements. Donc c'est très important. Voilà, c'est une filière qui, pour nous, est majeure. Et qui représente aussi un patrimoine culturel indéniable pour l'ensemble des Français. Et vous avez peut-être noté que, voilà, depuis peu, pardon, je termine sur la Cité du Vin représente donc la France. Euh, alors, slide suivante. Donc, pourquoi? Donc, comme vous l'avez vu, cette filière qui est majeure pour notre territoire, on voit bien qu'elle subit donc je pense que les collègues du Cognac qui sont présents là, ce webinaire ne pourront pas démentir, des instabilités économiques avec l'inflation qui joue également sur le panier des consommateurs, des aléas climatiques, des aléas sanitaires, et cette question qui est de plus en plus importante pour l'ensemble de notre planète, c'est la question d'une seule santé. C'est-à-dire que quand on agit, quand on utilise des produits voilà, pour faire pousser des plantes et nous alimenter, ça a un impact sur l'ensemble des ressources, des animaux, l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et une évolution sociétale, voilà, avec la question des consommateurs qui se posent voilà, parfois des questions sur la provenance de leurs produits. Donc, toutes ces questions-là ont fait que en 2018, les 60 partenaires de la filière viticole, dont les interprofessions, les chambres d'agriculture, syndicats, cave coopérative, donc la cave de Buzet qui est avec nous aujourd'hui, et ont fondé donc ce collectif Vitirel, dont le programme d'action est coordonné par la région. Donc, je représente aujourd'hui avec Jean-Paul, et nous avons été financés donc par la Caisse des dépôts Banque des territoires dans le cadre de France 2030. Donc, pour nous, APREM, c'est une des 174 opérations de Vitiref qui, nous espérons, aidera donc les viticulteurs à voilà, avoir une activité plus durable dans tous les sens du terme à l'avenir. Slide suivante. Donc pourquoi, voilà, pour la poursuite d'après-midi, comment nous on la conçoit et comment on l'a présenté vendredi dernier lors de notre comité de pilotage, voilà, suite à ces 4 années d'expérimentation avec Groupama, IFV, Tutiac, Buzet, eh bien, on pense qu'on est prêt pour faire une démonstration dans un environnement opérationnel, ce qu'on appelle en ingénierie, voilà, atteindre le niveau, le TRL 7 et plus, pour pouvoir avoir ensuite un vrai produit commercial qui soit, voilà, qui rencontre son public, donc les viticulteurs, et qui ait un équilibre économique. On a vu avec Aprem qu'il nous reste encore des questions à répondre. Alors, je ne les détaillerai pas, mais il y a juste voilà, la modélisation du contrat, le modèle économique, et in fine, montrer que cette nouvelle couverture assurantielle sanitaire a un impact sur les adhésions des viticulteurs et des agriculteurs plus tard, et que cela a aussi évidemment un impact sur la transition des vignobles et plus tard des agriculteurs. Donc, nous, comment on l'envisage? On voit vraiment que le projet PRAM, s'il pouvait voilà, être corrélé avec une autorisation de dérogation PAC FSN durant un projet voilà, d'au moins 3 ans sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, pourrait nous permettre d'envisager donc de couvrir 1% du vignoble avec une couverture assurance climatique et sanitaire sur environ 2000 hectares. Donc, on a fait un calcul. Alors, c'est vraiment des calculs à la louche, mais ça représenterait à peu près 130 exploitations qui pourraient être embarquées donc, dans voilà, dans cette démonstration avec Pram. Voilà. Et avec ouverte évidemment un pool d'assureurs.
dans un contexte évidemment pour nous, de transition agroécologique, donc des vignobles en transition ou déjà en agriculture biologique. J'ai vu qu'il y avait une question sur les OAD. Pour l'instant, nous, on a travaillé avec des sites, mais l'IFV, dans le cadre de Vitirève, évalue d'autres systèmes, d'autres OAD qui pourraient avoir cette même exigence, ambition et nous permettre voilà, de réduire les phytosanitaires. Et enfin, avec voilà, cette question de la traçabilité, comme vous l'avez noté encore une fois dans le programme dans l'intervention du ministère, c'est la traçabilité voilà, de notre activité, enfin des activités viticoles. Je laisse peut-être aussi Jean-Paul, si tu as. Je sais pas si, hein. Ah, bon, j'ai le son, mais non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Merci, Ambre. Je vais reprendre la parole parce que je vois que l'heure tourne pour voir comment est-ce qu'on imagine, en- voilà, pour voir comment vous présenter comment on imagine qu'on puisse aller plus loin ensemble avec Pram. Alors, Pram, vous avez tous, je pense, bien compris que c'est euh, qu'on appelle une combinatoire, donc où il s'agit de combiner justement différents éléments qui vont contribuer à la gestion du risque mildiou et plus largement des différentes maladies. Et donc là, nous, ce qu'on conçoit aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer euh, une démarche de massification qui aurait deux niveaux. Le premier qui viserait une réduction des phytos d'environ 25% et où il s'agirait de définir, de tester, de déployer ces nouvelles solutions sur un niveau d'optimisation, hein, donc comment on va essayer de limiter ou de se passer des traitements qui s'avèrent inutiles, avec notamment en jouant sur l'optimisation des dates, des doses, la substitution de produits quand c'est possible en recourant à du biocontrôle, et puis de mettre en place toutes les conditions pour un déploiement qui soit réussi avec différents outils ou des outils, des démarches de prévention quand c'est possible. Et puis on aurait un deuxième niveau, donc qu'on a qualifié de PRAM 2, hein, où là l'ambition est un peu plus importante, hein, puisqu'il s'agit d'aller vers une réduction des phytos d'au moins 50%. Et qui reprendrait ce niveau, ben, les éléments du premier niveau, et puis là ensuite l'idée de voir comment on peut proposer une assurance climatique et maladie qui couvrirait ce risque mildiou et les risques pris de façon à accompagner en fait cette prise de risque et à pouvoir faire qu'elle se fasse dans un cadre qui serait sécurisé. Au niveau des éléments qui contribueraient en fait à ces deux niveaux, ce qu'on voit, donc on a des éléments de biocontrôle, des outils de prévention. Il s'agit aussi de capitaliser, de voir comment on peut constituer des bases de données qui serviront à l'amélioration des modèles, de mettre ça sous forme d'application mobile ou en tout cas de pouvoir déployer ça simplement à l'échelle de l'exploitation viticole euh, pour mettre en fait les résultats et les préconisations dans la main des viticulteurs. Ensuite, il faut qu'on construise, qu'on paramètre des outils, qu'on construise des outils de promotion, de suivi de campagne et de déploiement. Pourquoi? Parce que le développement de ces maladies, ça exige un suivi qui soit continu. Et donc, il faut qu'on ait des outils ad hoc pour le faire. Et derrière, des incitations qui seraient liées en fait au niveau d'économie de traitement qu'on pourrait avoir. Sur le niveau PRAM 2, on aurait un suivi des infestations qui serait renforcé, un système de compensation et puis un dispositif d'assurance qui viendrait couvrir des pertes exceptionnelles. L'objectif de massification, hein, c'est la deuxième composante du titre PRAM, hein. Donc là, pour PRAM 1, l'idée, c'est d'avoir des objectifs de massification qui, à horizon 2030, soient ambitieux. Donc, on situerait 80% des viticulteurs, hein.
Et sur ces 80%, on imagine qu'on aurait 20% de viticulteurs qui pourraient s'engager sur un niveau de PRAM 2. Voilà, j'en ai fini. Donc, on est maintenant à disposition pour répondre à vos questions, pour voir et puis pour échanger si vous avez des remarques. Super, donc j'ai fait un peu le Oui. tour ouais, des questions. On va commencer peut-être dans l'ordre. Il y avait une question pour Laurence. Je ne sais pas si elle est encore là ou pas. On a juste oublié, pardon, Aliénor, Oui, la dernière slide qui mentionnait, Luc aussi, le prochain séminaire. Il est après. Ouais. Ah, pardon, c'était après. Après, le 13 mars, on organise un séminaire au ministère de l'Agriculture pour présenter les avancées du projet Arugvico. Voilà. Désolé, Luc, j'avais pas vu que c'était gardé pour la fin. Voilà. Mais bon, c'est fait comme ça. pas de souci. Donc Laurence n'est plus avec nous, je crois, non? Elle est parvenue entre-temps. C'était quoi? C'était sûr? Est-ce qu'un ODG peut-il être considéré comme un opérateur économique dans les projets PRAM? Oui, alors, sans, sans me substituer au ministère, je m'autorise à faire une interprétation parce que effectivement, c'est compliqué. Comment un ODG n'est formellement pas un opérateur économique. Néanmoins, il y a d'autres appels à projets où on a réussi à faire valoir que l'ODG pouvait représenter des opérateurs économiques et notamment les caves particulières. Donc, c'est peut-être un point à discuter ou à pousser lors des réponses à la l'AMI. Ok. Il y a une question pour vous, Marc. C'est Monsieur Rénal, qu'est-ce qui motive ces caves à s'engager dans une telle transition de pratique et les risques associés? Alors, je ne sais pas si Karine est là, mais elle pourrait prendre la parole aussi. C'est un petit peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est pas que les caves. Il y a des châteaux aussi qui commencent à prendre ces virages de la transition agroécologique. C'est-à-dire que la motivation, c'est que beaucoup d'opérateurs comprennent que la panoplie des produits phyto se réduit de plus en plus et qu'il faut commencer à prendre ce virage de la transition et savoir manipuler et utiliser les solutions alternatives, produits de biocontrôle ou autres. Voilà. Donc, voilà, je pense que ça, c'est un des facteurs de motivation. C'est un petit peu d'anticiper sur des menaces de restriction et d'interdiction de produits classiques, quoi, qui avaient les niveaux d'efficacité qui étaient connus et bien meilleurs. Voilà. Ok. Et il y a une autre question également, c'est envisagez-vous d'utiliser d'autres outils d'aide à la décision comme base de décision dans la mesure où vous considérez l'équilibre technique fragile? Oui, alors la réponse est oui. Cela a été évoqué aussi par Ambre, c'est-à-dire effectivement, il y a d'autres outils qui permettent d'évaluer ces risques. Nous, là, on a fait cette combinatoire de leviers à partir des outils qu'on a développés et que l'on connaît, que l'on maîtrise au niveau de l'IFV. Mais il n'y a aucune exclusivité. Le tout, c'est d'utiliser les outils qui fonctionnent bien, voire mieux que ceux qu'on avait. Et ce que j'ajouterais aussi, c'est que dans la mesure où ces démarches sont accompagnées par un groupe d'assurance, au final, c'est presque le groupe d'assurance qui va accepter un niveau de prise de risque donné, soit prise de risque liée à l'outil, soit comment dire, au protocole que l'on met en route. Voilà. Donc voilà, voilà, il n'y a pas du tout d'exclusivité des modèles potentiels système ou de l'IFV. Ce type de raisonnement et de combinatoire peut être développé avec d'autres outils. Ok. Luc, une question pour toi. Quel est le lien entre l'assurance multirisque climatique et l'assurance mildiou? Il n'est pas défini à ce stade, dans le sens où ce qu'on voit, c'est que l'assurance multirisque climatique, hein, ou l'assurance récolte est une assurance qui est intéressante car elle est très subventionnée. Hein, elle est subventionnée à plus de 70% et on n'imagine pas qu'une assurance complémentaire puisse être moins subventionnée.
Après, il y a pas mal de problèmes réglementaires qui sont en suspens. Donc, c'est des questions qu'on a pu faire remonter, à voir quelles vont être les réponses qui vont être apportées au niveau du ministère sur ce sujet. Voilà, donc je pense que c'est typiquement le genre de questions qu'on voit comme étant assez déterminantes pour la réussite, la mise en place d'un dispositif. Il ne faut pas hésiter à les faire remonter au ministère. Et ce qu'on peut peut-être ajouter, Luc, aussi, c'est que effectivement les démarches que l'on entreprend visent à demander, proposer une extension de la MRC au risque sanitaire dans à peu près les mêmes conditions. Parce que dans l'expérimentation, par exemple, on avait un seuil de franchise à 20% pour la MRC et 5% pour les maladies. Et donc, ça conduit à des contrôles terrain et des expertises qui sont très, très délicates. Donc, il nous semble que la solution la plus pragmatique serait d'obtenir une dérogation pour étendre la MRC aux dégâts sanitaires aussi. D'accord. Il y a une autre question qui est un peu pour tout le monde, je pense, qui est sur la réduction des phytos de 25%. Est-ce que ça considère uniquement les fongicides et est-ce que c'est en volume ou en IFT? Oui, et puis il y avait même aussi, alors pardon, je Ah, me lance, je mais pense. Vas-y, vas-y. Il y avait aussi une question, j'avais passé sur quel point zéro. Bon, oui, tout à fait. alors, dans tout ça, ce sont des grands objectifs qu'on se fixe, en fait. Donc, alors, fongicide uniquement, oui, dans un premier temps, parce que c'est là que la consommation des produits phyto est la plus forte, en fait, hein. Les fongicides, c'est 80% de l'IFT. Voilà, et donc on s'est attaqué à ça en priorité. Mais on peut très bien aussi imaginer de construire des systèmes portant sur les insecticides, voire sur les herbicides. Il y a un point aussi qu'il faut dire, c'est que pour l'instant, on s'est seulement attaché à essayer de couvrir les risques quantitatifs de perte de récolte, parce qu'il pourrait aussi être question de perte qualitative. Mais dans un premier temps, voilà, ça nous semble vraiment encore plus compliqué de prendre ça en compte. Donc voilà, fongicide, oui, dans un premier temps, mais là c'est pareil, l'expérimentation PRAM, elle pourrait très bien être envisagée aussi sur les réductions herbicides, insecticides. Le 25%, c'est un ordre de grandeur, hein, en fait. Alors après, qu'on le calcule en volume ou en IFT, pour l'instant, on s'est beaucoup basé sur les IFT. Euh, voilà, voilà. Et puis le T0, ben nous, on a toujours exprimé là nos résultats par rapport aux IFT moyens donnés par les caves sur les systèmes de conduite avoisinants. Euh, donc après, le T0 et le 25% et tout ça, ça devient important effectivement à partir du moment où on va conditionner des aides à des progrès réellement encourus. Euh, donc tout ça reste à définir de manière plus précise après, voilà, en fonction des compensations qui pourraient venir et qui seraient conditionnées à la performance de la mise en œuvre. Ouais, pour aller dans ce sens-là, il faut voir l'esprit de l'AMI. L'esprit de l'AMI, hein, c'est un appel à manifestation d'intérêt. Donc, en fait, c'est le ministère qui pose des questions aux opérateurs pour que chacun pousse ses idées. Alors, de façon aussi détaillée que possible, hein, puisque derrière, il s'agit quand même que ça débouche sur des projets. Mais il y a beaucoup de modalités qui, en fait, peuvent être proposées. Hein. Elles ne sont pas définies aujourd'hui, elles ne sont pas arrêtées. Donc, faut vraiment pouvoir faire preuve, pas d'imagination, mais au moins de pousser les idées que vous avez si ça vous intéresse. Ok. Luc, il y a une autre question. Apparemment, donc Pram a-t-il un lien avec Passarda? L'objectif est essentiellement le même. Alors, Passarda, c'est une autre démarche qui est conduite un peu plus en amont, hein, qui vise à identifier les priorités sanitaires et phytosanitaires, filière par filière.
Donc, c'est un exercice qui est bouclé en grande culture, qui est en passe d'être bouclé pour les oléopolos, d'après ce que j'ai compris, et où chaque filière, en fait, définit ses priorités de façon à ce que derrière, ça puisse déboucher sur la recherche de solutions. Alors, clairement, Pram, c'est un prolongement opérationnel des priorités qui peuvent être identifiées au niveau du PASARDA. La différence et peut-être la restriction qu'il y aura au niveau de Pram, c'est que Pram ne se veut pas un démonstrateur, ça veut vraiment être un outil de massification. Et donc, qu'il ne faut pas être sur des questions trop amont en termes de R&D. Hein. L'ambition de Pram, c'est plutôt de travailler sur le déploiement de solutions qui sont déjà à peu près testées ou qui pourraient l'être assez rapidement. Donc, c'est un petit peu la différence, mais dans les idées qu'on peut avoir, c'est effectivement de faire un PRAM qui s'appuierait sur les questions qui sont identifiées au travers du PASARDA. D'accord. Et qui finance cette assurance, le viticulteur lui-même ou est-ce qu'il y a un autre modèle économique qui est derrière? Alors, c'est clair que la logique de l'AMI et du projet, c'est bien que il y ait une aide, hein, pour financer en fait la prise de risque. Hein, et donc, que cette aide, elle puisse prendre en charge tout ou partie du risque. Alors, tout, c'est toujours très, très compliqué, mais au moins que ça puisse prendre une bonne partie du risque en charge. Comme ordre de grandeur, on n'imagine pas qu'on puisse descendre en deçà de ce qui est fait pour la multirisque climatique. Hein, donc, avec un niveau de subvention à 70%. Sachant que dans les autres idées qu'on peut avoir et qu'on peut pousser, c'est qu'il y ait d'autres partenaires qui couvrent le risque, par exemple, les 30% restants. Hein, donc, au travers de partenaires de l'aval, de coopératives, etc., ou de partenaires industriels qui, eux, seraient intéressés pour monter des nouvelles filières. Ok. Il y a une question pour Marc aussi, c'est comment assurez-vous que les pratiques mises en place dans le cadre du protocole, exemple l'âge de traitement, doses appliquées, conditions, etc., sont respectées car les conditions et aussi que les conditions soient bonnes à la réalisation de la performance. Alors Oui. ça fait partie du point que j'évoquais sur l'amélioration des outils numériques euh, pour piloter ces systèmes de protection. Et notamment, alors, dans l'expérimentation qu'on a conduite, ça a beaucoup fonctionné sur la confiance parce que ces outils n'existent pas. Mais l'idée, c'est que quand il y a un traitement qui est déclaré, hein, sur le protocole, il soit appliqué dans une fenêtre on s'était laissé un laps de temps de 48 heures, et que les traitements soient déclarés en temps réel, en fait. Donc là aussi, passer un délai de 24 ou 48 heures, qui soit déclaré et renseigné de manière à permettre une transparence entre la compagnie d'assurance et la pratique. Donc ça se faisait au niveau de l'enregistrement dans des sites RET. Et ensuite, on pense que toutes les techniques on va dire, de viticulture de précision ou de traçabilité peuvent venir compléter ces gages de bonne mise en œuvre des appareils. Donc, j'ai vu tout à l'heure mentionner Équilibre, des structures comme ça avec qui on a euh, commencé à discuter pour équiper les appareils de traitement, par exemple de positionnement GPS, qui montrent que il y a bien eu une opération faite sur les parcelles. Voilà. Alors après, on peut toujours dire que le viticulteur peut rouler avec le pulvérisateur sans traiter, mais enfin voilà, il y a je veux dire, ces questions en fait de confiance sont sans fin. On peut toujours pousser le raisonnement plus loin et dire qu'il peut y avoir des fraudes. Mais bon, il y a toujours un moment aussi où c'est pas dans l'intérêt du viticulteur de perdre de la récolte, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on envisageait de développer et donc d'intégrer les différents OAD là, que j'ai décrits dans un
un outil DECITRET assurance, donc avec deux niveaux de stratégie, hein, une stratégie objectif réduction 25% et puis une stratégie plus poussée, objectif réduction 50%, et qui permettent aussi donc les enregistrements, traçabilité du suivi par le viticulteur et à disposition de l'assureur. D'accord. Luc, il y a une autre question pour toi. C'est la couverture promise par l'assurance, est-elle indexée sur la valeur du raisin, pouvant être très variable d'une région à l'autre? Alors, sur tout ce qui est modalité de couverture du risque, hein, tout est ouvert. Rien n'est défini à ce stade. Donc, c'est clair que comment il faut que ça corresponde à une réalité économique, hein, si on veut que ça soit incitatif. Et donc, a priori, on peut vraiment penser que ça soit de fait indexé sur la valeur du raisin. Bon, sachant qu'on peut aussi imaginer que ça sera comme pour la multirisque climatique, c'est que ça sera peut-être plafonné, hein. C'était ce qu'on avait fait dans le cadre de l'expérimentation nous, avec Groupama, hein. La prime d'assurance expérimentale n'était pas du même niveau entre les deux caves compte tenu d'un différentiel de valeur. D'accord. Alors, il y a plusieurs questions par rapport à Pram. Je sais que Laurence n'est plus avec nous, mais peut-être que vous avez les réponses. C'est grosso modo, c'est quoi le montant ciblé pour l'enveloppe par Pram et la durée de ce financement? Euh, on est sur la phase AMI, donc il n'y a pas d'enveloppe. Alors la durée de finance, il n'y a pas d'enveloppe définie, ni de montant, ni de taux d'aide, hein, qui sont définis, ou en tout cas qui sont annoncés. On est sur un budget global qui est annoncé à 92 millions d'euros pour des projets qui vont pouvoir s'étaler entre 3 et 7 ans. D'accord. Et enfin, il y a une dernière question, à moins que vous en ayez d'autres à rajouter dans le chat. C'est comment une structure privée peut-elle mettre en avant ses solutions et travaux pour s'insérer dans le dispositif? Y a-t-il un espace qui est prévu pour présenter ce qu'on pourrait amener au projet à venir? Ben, première étape, faut cerner quels sont les projets à venir, hein, et donc effectivement que des opérateurs économiques ou des groupes de producteurs se mobilisent pour monter des projets. Et puis deuxième étape, après, c'est effectivement de pouvoir organiser des propositions techniques, des propositions de couverture d'assurance, hein, du moins de couverture du risque, de prévention, de façon à ce que ça puisse faire un projet qui soit un projet cohérent et qui réponde à l'objectif de réduction des phytos et puis de massification d'autre part. Normalement, j'ai fait le tour de toutes les questions du chat, à moins que j'en ai oublié une ou deux. Il y a Si quelques... vous... Oui, Non, il me semble qu'il y a des compléments d'informations sur le Passarda. Merci beaucoup. oui, tout à fait. Donc, ouais, je crois on arrive un peu au terme de ce webinaire. Euh, on vous propose, si vous souhaitez échanger plus pour voir comment on peut avancer, comment on peut monter des projets, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous contacter, hein. Il y a nos coordonnées à Marc et à moi qui sont situées à la fin du diaporama qu'on va vous diffuser. Et puis, pour tous, un peu plus loin, on vous donne rendez-vous le jeudi 13 mars 2025, donc au ministère de l'Agriculture à Paris, pour le second séminaire à Rubvico, où on pourra faire un peu le point sur les avancées du projet à Rubicon lui-même. Plus largement, cette problématique d'assurabilité des risques liés à la réduction des usages phyto qui est au cœur du projet à Rubicon. Et je pense qu'on aura largement l'occasion de discuter des résultats de l'AMI, voire peut-être des premiers éléments sur l'appel à projet. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci à tous ces intervenants, du moins à Marc, à Ambre, à Madame Aléry qui sont intervenus. Et puis à bientôt.